Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir selon votre lieu de résidence. Bienvenue sur votre émission L'invité est politique d'aujourd'hui. L'invité politique, nous avons comme invité professeur Moussa Maïga. Il est le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Et aujourd'hui, il sera question de la relance de la lutte contre le sida. Professeur Moussa Maïga, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça fait un peu longtemps. D'accord. Professeur Maïga, vous êtes le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la relance de la lutte contre le sida. Parce que je crois que chaque 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et ça continue tous les mois, voire toute l'année. Et professeur, aujourd'hui, nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. En parlant de relance de la lutte contre le sida, donc professeur, il y avait eu un relâchement? Merci de me donner l'opportunité de communiquer encore sur la problématique du sida. Il faut dire tout d'abord que le sida n'est pas fini. Le sida existe bel et bien. Okay. C'est une maladie à la fois épidémiologique, donc qui touche des cibles, une maladie humanitaire qui touche des couches pour lesquelles il faut aller au-delà du médical. Donc c'est ça le caractère humanitaire, parce que c'est une maladie dévastatrice, en même temps une maladie insidieuse. Mais c'est une lutte qui a connu des phases. Il y a eu des phases au tout début de la lutte, quand on a découvert les premiers cas au Mali. La lutte était une lutte préventive. C'est-à-dire que d'emblée, on se retrouve devant un cas de santé publique. D'emblée, on se trouve devant une maladie qui, pour certains, c'est la mort. Et pour d'autres, c'est la stigmatisation, c'est la honte. Oui. Et donc, par conséquent, il n'y avait même pas de témoignage pour signifier à l'opinion que telle personne, tel sujet, il est séropositif. Dès qu'on découvre la séropositivité, on est dans une dynamique pratiquement de mort. Il y a eu une phase continue où les médicaments étaient... La science a progressé, les médicaments étaient au nord, et il n'y avait pas de médicaments ici. Mais avec l'appui politique, le mouvement politique des leaders, les médicaments sont venus dans des pays comme le Mali. Donc, la stigmatisation a continué, mais les gens ont témoigné de leur séropositivité. Alors, professeur Maïga, le sida, dès son apparition, je crois, il y a une quarantaine d'années, donc à un moment donné, comme vous l'avez dit, le sida, c'était le diable, la mort certaine. Ensuite, disant que quelqu'un même a la maladie sida, c'était quelque chose de diabolique, de rejet. Mais aujourd'hui, au Mali, on ne va pas prendre le cas mondial, mais aujourd'hui, au Mali, comme vous êtes le secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida, aujourd'hui, quel est l'état des lieux dans la lutte contre le sida? Mais ça fait 32 ans à peu près qu'on est dans cette dynamique de lutte. Au Mali, ici? Oui. Et donc, par conséquent, je peux dire qu'il y a 32 ans d'efforts. Je peux dire que les efforts étaient continus. Les efforts étaient... Le programme SIDA, le programme de lutte contre le sida est un programme résilient. Malgré les crises que vous connaissez bien. Au Mali, on a eu des crises depuis 2012, des crises à la fois sécuritaires, politiques, économiques. On a maintenant une pandémie. La lutte contre le sida n'a pas baissé de rythme, n'a pas baissé de financement. Mais on a le sentiment ces derniers temps que c'est une maladie oubliée. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est le manque de financement? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a un peu freiné cette lutte? Oui, c'est vrai que dans la phase ascendante, comme je vous expliquais, il y a eu beaucoup de financement. Le financement de la Banque mondiale, le financement de la Banque africaine, le financement du système des Nations Unies, les bilatéraux, les multilatéraux. Tous ont contribué pour endiguer cette épidémie ou cette pandémie. Mais depuis pratiquement, disons 10 ans, une dizaine d'années, les financements ont tari. Les financements ont tailli parce qu'il y a eu plus de progrès au nord. Il y a eu moins de progrès au sud.
c'est vrai. Dans le monde occidental. Il y a eu plus de progrès scientifiques, plus de progrès pour atteindre les cibles. Il y a eu moins de progrès au sud, des pays comme le Mali, pour que nous puissions atteindre les gens qui sont dans le besoin. Il faut d'abord, vous savez que la chaîne de lutte contient deux éléments essentiels. Un, l'information et la sensibilisation. Mais professeur Maga, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des résistances peut-être religieuses, culturelles qui a un peu freiné tout ça? Parce que les moyens de lutte contre le sida, donc je vais prendre un exemple précis, par exemple le préservatif. Vous voyez que ça a eu tellement de résistance sur le plan de la religion, de la culture, de la société. Est-ce que ça aussi, ça ne pèse pas toujours cette pesanteur-là? Non, au début ce facteur a joué, le facteur culturel, ça continue le facteur religieux a joué, mais nous avons aujourd'hui une coalition avec les religieux. Les religieux sont positifs par rapport à les religions font un plaidoyer au niveau des endroits, des lieux de culte. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la religion est un frein, mais ce qui est un frein, ce sont les ressources. Pourquoi? Parce que le sida est basé sur deux pieds importants. Un, il faut communiquer avec la population et la population d'ensemble, de l'ensemble de la population générale, pour leur donner l'information. Et puis, depuis près de 10 ans, cette information est tombée. Parce que les financements ont tari, les financements en direction de la communication ont tari. Deuxième pilier, le dépistage. Si vous ne communiquez pas... J'allais en venir, le dépistage est un problème très sérieux. Exactement. Si vous ne communiquez pas, si vous ne sensibilisez pas, le dépistage il est volontaire, il n'est pas obligatoire. Donc comme le dépistage est volontaire, il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils aient l'envie de connaître le statut. Exactement, c'est logique. Et ce sont ces éléments, ces deux éléments piliers qui entrent dans le début, dans le démarrage des activités de la lutte, qui ont baissé parce que simplement les partenaires financiers préfèrent financer d'autres activités que les activités qui vont vers la population générale. D'accord. Professeur Maïga, comme on le dit souvent, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Est-ce qu'en réalité, bien vrai qu'il y a eu des progrès dans le monde occidental, est-ce que aussi ici, je ne sais pas, l'engouement politique, est-ce qu'on n'a pas aussi baissé les bras? Parce que même si on a fait des progrès en Occident, est-ce que si vous avez un peu bousculé les portes, multiplié les projets de conviction, est-ce que aussi on n'a pas notre part de responsabilité là-dedans? Je peux dire qu'au plan politique, l'engagement politique a été constant. Ça, c'est quand même une réalité. Peut-être que, vu la conjoncture même nationale, les ressources peut-être nationales n'ont pas été à hauteur de souhait. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'on connaît le Mali. Le Mali a eu une crise profonde. Et cette crise profonde a engendré des crises successives dans tous les secteurs. Et donc, il y a conflit au niveau des ressources. La sécurité aujourd'hui, elle est primordiale pour un pays comme le Mali. On ne peut pas mettre la sécurité au même pied de... Mais malgré tout, quand même, la volonté politique est là. Mais le Haut Conseil est sous le parrainage du président de la République. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas remettre en cause la volonté politique. Mais est-ce que le Haut Conseil aussi multiplie des projets pour aller bousculer un peu les portes? Ah oui, c'est ça. C'est ça notre travail en tant que Haut Conseil. Nous, notre mission en tant que Haut Conseil, c'est de coordonner les politiques de lutte et c'est de mobiliser les ressources. Et donc, la mobilisation des ressources, avant, était très massive, était politiquement, parce que les partenaires même venaient vous demander qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, parce que c'était un problème mondial et un problème de sécurité mondiale. Mais de plus en plus, comme je vous ai expliqué, au niveau national, certainement, on a eu moins de moyens pour arriver à sensibiliser, pour arriver à dépister, et puis pour arriver vraiment à atteindre la population générale. La population générale. Et professeur Maïga, aujourd'hui, avec l'avènement du coronavirus, et ça coïncide avec la relance de la lutte contre le sida au Mali, est-ce que ça ne va pas ajouter un peu sur les problèmes? Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus, c'est partout, tout le monde se lève, les financements sont là. Est-ce que ça ne va pas beaucoup jouer, ça ne va pas freiner encore vraiment cette relance-là, ce début de relance? Oui, c'est vrai que la pandémie de la Covid-19 a un peu bouleversé le schéma de financement. Oui.
certains financements qui existent au niveau du Fonds mondial, par exemple, pour la lutte contre le sida, sont réorientés pour renforcer le système de santé. Le système de santé n'étant pas préparé pour recevoir, en tout cas pour faire face à une pandémie comme la Covid, il fallait bien entendu former le personnel, avoir des plateaux techniques, des aspirateurs, dégager des lits de réanimation, avoir des médicaments, avoir le matériel ou les équipements barrières, les masques, les gels. C'est sûr que les programmes de lutte contre le sida traditionnels ont contribué à renforcer le système. Mais c'était un renforcement positif. Il n'y a pas eu une grande compétition qui fait qu'on a freiné les activités de lutte en faveur des activités de la Covid. Mais aujourd'hui, professeur Maïga, si nous voyons le sida, l'idée même sur le sida, est-ce qu'aujourd'hui au Mali, il y a un groupe spécifique vraiment qui paye le lourd tribut du sida? Est-ce qu'il y a un groupe, selon vos enquêtes ou bien selon vos travaux, est-ce qu'il y a un groupe aujourd'hui à surveiller là où il y a le plus de cas séropositifs? Le profil épidémiologique du Mali, c'est que le Mali, en 2012-2013, EDSM a démontré que la prévalence est 1,1, c'est-à-dire 1,1. Sur 100 cas... Il faut un peu expliquer ça à nos téléspectateurs parce que les termes médicaux... Voilà. C'est-à-dire que sur 100 cas, vous avez la chance de trouver un cas ou deux cas. Sur 100? Sur 100. Mais ce qui est considéré comme le Mali est un pays à prévalence faible. Mais cet indicateur de la population générale est très mauvais pour des épidémiologistes parce qu'il ne traduit pas les poches d'infection qui se trouvent au sein de la population. Au Mali, il y a des poches... C'est comme si c'est éparpillé partout. Voilà. Exactement. Donc c'est une une épidémie généralisée, c'est vrai. Donc on n'a pas un groupe spécifique. Mais c'est ça la spécificité du Mali, c'est qu'on a des groupes dans lesquels cette épidémie ou cette transmission de la maladie est la plus élevée possible. Quel groupe? Ce sont par exemple ce qu'on appelle les populations clés. C'est un terme un peu technique, mais ce sont les populations vulnérables. Ces populations vulnérables, ce sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Par rapport à 1,1, on a à peu près 8 fois le risque est élevé 8 fois chez ces populations-là. On a les professionnels du sexe, c'est-à-dire les femmes, même certains hommes, les femmes qui ont pour profession donc la tarification des actes sexuels. On a jusqu'à 12 fois le risque par rapport au risque de base. On a les gens qui s'injectent la drogue. On a 5 fois le risque. On peut multiplier on a les miniers, on a les coxaires, on a les ménagères, on a les prisonniers, on a toutes ces populations sont des populations vulnérables pour lesquelles le taux de prévalence est significativement plus élevé que dans la population générale. Donc c'est pourquoi, quand on qualifie le profil du pays, il ne faut pas s'attarder sur 1,1 comme étant la prévalence faible, mais il faut plutôt cibler les populations vulnérables, les populations qui vivent le risque continu. D'accord. Professeur Maga, est-ce qu'aujourd'hui au Mali, chez vous, au secrétariat exécutif, est-ce qu'on peut donner aux téléspectateurs un nombre défini aujourd'hui, bien en tout cas une fourchette, il y a le nombre de cas de malades de sida au Mali? Théoriquement, on a un instrument que l'ONU-SIDA génère régulièrement, c'est ce qu'on appelle le spectrum. Quand on faisait notre cas stratégique 2017-2021, le spectrum pour le Mali a montré qu'il y avait 109 à peu près 109 malades, 109 personnes qui vivent avec le VIH. Le spectrum a été révisé, 109 personnes qui vivent avec le VIH, tout confondu, adultes, enfants. Maintenant, on a un nouveau spectrum de 2019-2020 qui dit que le Mali a à peu près 144 000 personnes qui vivent avec le VIH. 144 000. 144 000. Et donc, par conséquent, vous voyez, ça veut dire que c'est ce que je vous disais au début. C'est une maladie insidieuse, c'est une maladie sournoise, et le sida n'est pas fini. Et les gens pensent que le sida est fini. Mais vous pouvez affirmer aujourd'hui que vraiment le sida, ça progresse au Mali? Non, le sida, dans sa dynamique, au sein des populations clés, progresse. Dans sa dynamique. Et ce qui est notre travail, nous, en tant
Haut Conseil, en tant que l'aspect politique de la lutte, c'est effectivement de faire en sorte que ces populations clés ne contaminent pas la population générale. Il ne faut pas qu'il y ait communication. Oui. Et donc, il faut mettre un accent particulier sur ces populations clés. Il faut les sensibiliser, il faut leur donner les moyens de prévention. Et il faut, on trouve des cas positifs, il faut les mettre sous ARV. D'accord. Avec toujours l'avènement du coronavirus aujourd'hui au secrétariat exécutif, je vais dire au secrétariat exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida, et je vais en venir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une marge de manœuvre? Parce qu'avec les financements réorientés dans la lutte contre le coronavirus, quelle va être votre marge de manœuvre? Oui, mais c'est l'objet de cette intervention. Je vous remercie beaucoup pour le nouveau TV. Pour d'abord, dire qu'effectivement le sida n'est pas fini. Deuxièmement, donner l'information aux populations, aux décideurs, aux responsables des entreprises, au secteur privé, au secteur public, au secteur communautaire, que on a besoin de remobiliser les ressources, de remobiliser surtout des ressources domestiques. Parce qu'on ne peut pas compter sur des ressources internationales. Les ressources internationales sont ciblées vers ces populations que je venais vous indiquer, qu'on appelle techniquement des populations clés, mais que nous appelons pour vous des populations vulnérables, c'est-à-dire qui vivent quotidiennement le risque. Il faut qu'on ait des financements domestiques, des financements nationaux à partir de l'État malien, à partir des entreprises privées, à partir des secteurs économiques comme les mines. D'accord, vous parlez même du secteur privé. On dit souvent que la lutte contre le sida elle est multisectorielle. Donc vous avez parlé des privés. En quoi, en plus du secteur de la santé, comment est-ce que les autres secteurs peuvent vous apporter leur soutien? Oui, c'est vraiment une des spécificités de cette lutte. Parce que, je vous ai expliqué au début c'était médicalisé. Ouais. C'est-à-dire on pensait qu'il fallait traiter les gens. Mais on s'est rendu compte que le sida va au-delà du médical. Moi, je suis médecin. Il y a une dimension sociale. Exactement. Il y a non seulement une dimension sociale, mais il y a une dimension humaine, il y a une dimension des droits humains, il y a une dimension de discrimination, il y a une dimension de stigmatisation. Et donc, par conséquent, ça va au-delà. Mais imaginons la structure familiale. En sachant déjà que quelqu'un a le VIH, c'est voilà, tout dans une famille malienne. Vraiment, c'est que ça fait comme problème de société, problème de culture. Et donc, pour lutter contre tout ça, il faut mobiliser, mettre en mouvement toute la société. Il faut mettre en mouvement tous les secteurs. Et le secteur public, ça c'est l'État malien. Le secteur privé, c'est les entreprises. C'est le secteur communautaire. Les communautaires, c'est aussi les gens qui vivent avec la maladie. C'est aussi ces populations clés qui s'organisent également de plus en plus. C'est aussi les communautés à la base. Il faut que tout le monde conscient comme quoi le sida est toujours là et le sida n'est pas fini. D'accord. Professeur Maïga, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la communication, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce début de relance-là, est-ce que vous avez des nouvelles stratégies de communication aujourd'hui? Parce que nous voyons qu'il y a 40 ans, vraiment, et on a beaucoup parlé, mais le sida reste là, mais un peu oublié, une maladie sournoise. Mais est-ce que vous avez développé, pour ce début de relance-là, des nouvelles stratégies de communication? Oui, on y travaille là-dessus parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous et moi, peut-être que pour notre génération, nous regardons la télévision, nous écoutons la radio, mais il y a beaucoup qui sont sur leur smartphone, et qui sont sur leur iPad, et qui sont en train de... Il faut profiter de ça pour leur... Et c'est ça, ce sont ces jeunes qui n'ont pas eu l'information. Parce qu'ils sont nés dans un moment où on n'a pas fait beaucoup de tapage. Alors qu'avant, c'était pratiquement une maladie qui, à tous les bouts de champ, vous voyez quelque chose qui vous dit faites attention au sida, le sida est là. Mais maintenant, avec le rythme qui a baissé, il y a certains jeunes qui ne connaissent même pas l'avènement du sida, qui sont nés dans un contexte tout à fait nouveau. Et pourquoi?
ne pas les atteindre dans leur contexte de leur environnement avec des médias, les médias qu'ils portent, et pas les médias télévisés, etc. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, exactement, les nouvelles technologies, voilà. c'est ça. Donc, on est là-dessus, on est sur ces canaux, et on est aussi sur les médias dans large public, comme la radio, la télévision, les journaux, les affiches publiques que vous voyez dans les rues. Mais les jeunes sont les plus concernés par cette épidémie. Et donc, il faut absolument communiquer, il faut absolument informer à partir des moyens qu'ils utilisent. Donc, professeur Maïga, nous acheminons vers la fin de l'émission, mais nous avons un petit temps pour un peu discuter. En parlant toujours du sida aujourd'hui, donc les nouvelles autorités qui sont là, est-ce que vous êtes ensemble, est-ce que c'est inscrit à leur agenda? Ah oui, ça je peux vous confirmer que le président de la transition, chef de l'État du Mali, il a un intérêt particulier. Il a manifesté cet intérêt particulier lors du 1er décembre. Il a voulu lui-même recevoir au sein de la présidence de la République, n'est-ce pas, le lancement de la journée mondiale. Mais vous savez, avec cette pandémie de la Covid, tout a été un peu bouleversé. Oui, c'est sûr. Mais il a tenu à ce que son discours soit lu par la ministre de la Santé, du développement social, à la télévision nationale. Il a un intérêt particulier. Et donc, c'est sur l'agenda de la transition. Vous êtes confiant? Moi, je pense que politiquement, il n'y a aucun problème. Ok. Toujours, nous n'avons pas fini, ça nous reste un peu, toujours dans la lutte contre le sida aujourd'hui au Mali. En parlant, par exemple, des enfants, des nouveau-nés, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un chiffre ou bien en tout cas une fourchette, s'il y a une augmentation ou pas? Bon, vous savez, les deux endroits ou les trois endroits où on a des problèmes, c'est d'abord, la communication, deux, le dépistage. Dans le dépistage, il y a le dépistage de la transmission, ce qu'on appelle la transmission verticale mère-enfant. Là, le Mali a de gros problèmes. On a un grand déficit. Quels sont ces problèmes alors? Ces problèmes, c'est que théoriquement, dans le schéma que nous avons, le modèle que nous avons, chaque fois qu'une femme vient en consultation prénatale, elle reçoit, bien entendu, toute une liste d'examens, d'analyses à faire, mais on doit y inclure le test du VIH. Mais ça veut dire qu'il faut que le site en question, le site de consultation prénatale, soit préparé. Mais on doit faire ça avec son consentement ou bien... Bien sûr. Je vous ai dit que le dépistage est volontaire. Au Mali, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le dépistage est volontaire. Ça veut dire qu'il faut la sensibiliser. Peut-être qu'une seule fois, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut avoir son consentement. Ça veut dire qu'il faut lui dire qu'on va la tester. Ça veut dire qu'il faut lui dire qu'on va lui donner le résultat. Ça veut dire que si elle est positive, il faut se préparer à l'annonce. Donc, c'est un ensemble que pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, c'est pourquoi on va maintenant vers la communautarisation. On va augmenter l'aspect communautaire parce que ce sont ces aspects communautaires qui permettent de prendre en charge ces femmes et de pouvoir communiquer facilement. Professeur Maga, est-ce qu'aujourd'hui, avec les médicaments antirétroviraux qu'on appelle les ARV, est-ce qu'on peut affirmer, vous pouvez affirmer aujourd'hui que le sida ne tue plus? C'est ces médicaments qui peuvent freiner, une personne peut faire sa vie avec le VIH. Est-ce qu'aujourd'hui, le sida tue avec les ARV? Nous avons de nouvelles générations de médicaments. On a eu des générations de médicaments qui sont très efficaces, qui peuvent faire en sorte que la charge virale, c'est-à-dire que le virus, la quantification de la circulation du virus dans le sang est supprimée. Donc, par conséquent, c'est des médicaments très efficaces. La personne devient non seulement quelqu'un qui ne transmet plus. C'est disponible au Mali? C'est disponible au Mali. Non seulement il ne transmet plus la maladie, mais aussi il est dans la prévention. La personne se retrouve dans la prévention parce que il est pratiquement comme quelqu'un qui ne transmet pas la maladie, donc il n'y a pas de nouvelles infections avec lui. Les gens, c'est des gens qui peuvent se marier, c'est des gens qui peuvent avoir des enfants, et des enfants qui peuvent naître sains, sans VIH. Donc par conséquent, on a encore une nouvelle génération de médicaments qui peuvent supprimer la charge virale en 3 mois. 3 mois. 3 mois de traitement régulier, suivi, avec constance. D'accord. Avec nous avons vraiment fait des progrès. Les ARV là,
Et vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas de rupture de stock et que la distribution est continue, il n'y a pas un groupe qui manque ou le transport, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous garantir que vraiment il n'y a pas de rupture de stock et c'est disponible actuellement, en tout temps? Actuellement, en République du Mali, il n'y a pas de rupture de stock. Nous avons l'essentiel des médicaments qu'il faut. Et tous ceux qui sont identifiés, ils ont ces médicaments? Ces médicaments. Il n'y a aucun problème. Et dans tous les sites, il n'y a pas de rupture de stock de médicaments ARV au Mali. Malgré cette pandémie qui nous a perturbé, les réseaux logistiques, les réseaux de distribution, le fait que les malades ne peuvent pas venir au site parce qu'ils ont peur aussi d'attraper la Covid, le fait également que le personnel également est dévoué à cette pandémie. Donc, vous voyez, donc, malgré tout, nous avons les médicaments disponibles, les tests qui sont disponibles. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande chance de stabiliser, en tout cas, nos programmes à travers ces ARV. D'accord. Professeur Moussa Maïga, vous êtes le secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. Aujourd'hui, vous êtes dans nos locaux ici, dans le studio de Renouveau TV. Et en sortant de ce studio aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à nos autorités, aux populations maliennes, de façon générale? Le message est toujours le même. Le sida est là. Le sida n'est pas fini. Le sida a besoin de ressources pour que les programmes puissent aller vers la population générale. Ce n'est pas que les populations vulnérables qu'il faut toucher. Il faut toucher la population générale parce que vous savez, une population vulnérable en Europe, si la personne fait partie des catégories qui sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ils s'affichent. C'est des gens qui... Les gays s'affichent. Au Mali, on ne peut pas voir ça. Vraiment. C'est des gens qui sont dans la population. Il y a des barrières culturelles, religieuses, tout ça. Nous avons une culture qui est forte. Et cette culture, elle contrôle la famille. Elle contrôle la société. Il y a aussi une idée générale qui dit que bon, le sida fait nourrir plus qu'il ne tue, bon, tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens aujourd'hui? Est-ce que votre budget... Parce que beaucoup de gens disent que, attention, l'argent même qu'on amène au sida, ça fait plus nourrir que ça ne fait pas assez de mal. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire ça aux gens? Parce que ça a aussi des barrières dans les idées. Mais le sida fait plus de... Non, vous savez, le point du sida, le financement du sida est structuré. Le plus gros budget du sida, de la lutte contre le sida, c'est acheter les médicaments. Bien sûr, parce que les médicaments coûtent très cher. Et les médicaments sont gratuits. Au Mali, les médicaments sont gratuits. Le test est gratuit. Donc qui subventionne alors? Mais c'est ça, c'est l'État et ses partenaires. C'est l'État et ses partenaires. C'est l'État qui demande à ses partenaires de l'aider. Ceux qui disent que l'État ne fait rien, ce n'est pas vrai. L'État fait le plaidoyer tous les jours auprès des partenaires. On peut savoir le budget annuel? Mais le budget annuel, c'est le budget du Haut Conseil de lutte contre le sida. C'est un budget qui est en fonction du budget national. Voilà. Exactement. Si le budget, aujourd'hui, nous sommes dans une crise, tout le monde le sait. On ne peut pas demander à l'État de donner ce que l'État n'a pas. L'État même doit fonctionner, résister. Donc, des secteurs de l'État doivent aussi être dans la même mouvance. Mais l'État demande en particulier à ses partenaires, le Fonds mondial. Le Fonds mondial est venu au Mali après 10 ans d'absence, 10 ans de crise, 10 ans d'incompréhension. Le Fonds mondial est revenu financer le Mali. Et c'était un plaidoyer politique qui a amené. Les Américains, le gouvernement américain met de l'argent dans la lutte contre le sida. C'est un plaidoyer politique qui amène le gouvernement américain. Mais avec l'administration Trump, il y avait eu des coupes dans les budgets. Non. Nous, on n'a pas eu cette coupe. Vous n'avez pas senti ça? Non. On n'a pas eu de coupe. Le budget qui était destiné pour le PEPFAR en 2020 n'a pas été coupé. Moi, j'étais aux négociations, ça n'a pas été coupé. Le budget premier a été donné. Et donc, on va maintenant engager des nouvelles négociations pour le budget 2021. Donc, professeur Maïga, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot en 2 secondes. S'il vous plaît, merci de contribuer à informer le public, comme quoi le sida... Nous sommes là pour vous. Voilà, le sida est là. Le sida, ce n'est pas une maladie médicale, même si le médicament joue un rôle important. C'est une maladie humanitaire, parce qu'il faut éviter la discrimination, il faut éviter la stigmatisation, il ne faut pas rejeter les gens.
c'est pas parce que quelqu'un a le sida, il aura avec les ARV maintenant la même espérance de vie que quelqu'un qui n'a pas le sida. D'accord. Donc, par conséquent, on est à égalité si la personne prend les ARV. Merci, professeur Moussa Maïga, ces mots nous rassurent beaucoup. Et chers téléspectateurs, on avait comme invité politique aujourd'hui professeur Moussa Maïga. Il est le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. On a parlé sur la relance de la lutte contre le sida. Donc, nous saluons les uns et les autres. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos programmes, ça fait du bien. Merci beaucoup. À un de ces jours.